Très bien. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, David et l'organisation d'Avantage pour l'invitation et la possibilité de pouvoir venir présenter un petit peu ce qu'on fait au laboratoire et ce qui nous intéresse. Et plus particulièrement, on va en parler beaucoup, c'est l'effort et sa perception. Donc, le titre d'aujourd'hui est un petit peu ambitieux et on va essayer d'y répondre, mais on ne va pas y répondre de façon exhaustive. On se doute qu'il y a plein de raisons autres. Mais on pourra aller tout de suite donner une réponse et contextualiser un petit peu le contenu de cette conférence, comme c'était marqué dans le résumé. En fait, pourquoi tout est plus difficile lorsque nous sommes fatigués ou que nous avons mal? En fait, c'est parce que la fatigue et la douleur vont augmenter notre perception de l'effort lorsqu'on fait un exercice et on va trouver les tâches comme étant plus difficiles pour des raisons qui sont à la fois cognitives et physiques. Et l'idée d'aujourd'hui est d'aller d'explorer un petit peu cette thématique qui est à la fois très ancienne, on s'intéresse à ces choses-là depuis très longtemps, mais c'est aussi d'un côté très nouveau dans la littérature, notamment avec cette notion de perception de l'effort, qui est quelque chose dont on fait l'expérience dans le domaine cognitif lorsqu'on fait des tâches mentales, et aussi dans le domaine physique, comme par exemple lorsqu'on monte les marches, on va en reparler. Pour le contexte, donc moi je suis professeur adjoint à l'école de kinésiologie de l'Université de Montréal et des sciences de l'activité physique, donc c'est les sciences du sport et de l'exercice. Notre but, en fait, est de comprendre comment notre corps réagit et répond au mouvement dans un but de santé et aussi de performance sportive, mais aussi, surtout, dans un but de santé. Je suis également chercheur au centre de recherche, comme l'a indiqué David, et ma recherche s'intéresse principalement à comprendre la perception de l'effort dans un but d'amélioration de la santé et de la performance. Donc, c'est une recherche qui, par nature, est multidisciplinaire ou interdisciplinaire. Elle est à l'interface, au croisement entre la physiologie, la psychologie et les neurosciences. La spécificité des travaux qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on s'intéresse vraiment à l'aspect perceptuel, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on fait vraiment et ce qu'on perçoit. Ou s'il n'y a pas de différence, le fait que notre perception s'aligne avec ce qu'on fait. On essaye de comprendre pourquoi lorsqu'on fait une même tâche et que la tâche ne change pas, elle va être perçue comme étant plus facile ou plus difficile. Et spécifiquement au laboratoire, on est financé pour aller explorer comment la fatigue et la douleur, qui sont des choses présentes dans beaucoup de pathologies et aussi dans du vieillissement en bonne santé ou des personnes jeunes en bonne santé aussi. C'est des phénomènes qu'on connaît tous et le but est d'utiliser la fatigue et la douleur au laboratoire pour mieux comprendre ce qu'est l'effort et sa perception. D'où la thématique d'aujourd'hui. Rapidement, j'ai aucun conflit d'intérêt potentiel à déclarer. Et voici les objectifs de la présentation d'aujourd'hui. Donc, j'espère qu'à la fin de cette présentation, on aura pu expliquer ce qu'est la perception de l'effort. On aura pu présenter comment la perception de l'effort est influencée par la douleur et à la fatigue. Et le point 3, il va être plus sur des idées de discussion à la fin pour présenter des perspectives pour diminuer la perception de l'effort sur la base de données et de recherches existantes. Je tiens à préciser que la thématique de recherche sur laquelle on travaille, il y a de la recherche sur fatigue, personnes âgées, patients, sur douleur, personnes âgées et aussi patients, et pathologies, mais il y en a beaucoup moins qui s'intéressent à l'effort. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qui s'intéressent à comment la fatigue et la douleur vont impacter l'effort et sa perception. Donc, je préfère le dire dès maintenant. La présentation d'aujourd'hui va être certes très théorique, mais le but est de rendre cette théorie qu'on a au laboratoire derrière pour comprendre ces phénomènes accessibles. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis ouvert à la fin pour répondre à un maximum de questions. Et l'idée, c'est de discuter comment on peut utiliser ce qu'on connaît aujourd'hui pour se projeter un petit peu dans le futur et comment on peut diminuer notre perception de l'effort. Pour commencer, est-ce que vous pourriez rapidement, s'il vous plaît, dans le clavardage, indiquer votre occupation ou votre intérêt pour cette conférence? Ça me permettrait, si j'ai l'occasion, je vais faire de mon mieux pour l'intégrer, de pouvoir vous donner des exemples un petit peu plus concrets en lien avec les réponses que j'aurais obtenues dans le clavardage. Donc, on va prendre une trentaine de secondes là, pour avoir quelques informations. Ok, physio, ergo, retraité, personne âgée, intervenante en milieu avec des aînés, MD, super. Encéphalomyélite myalgique, ok. Super. Donc, je pense qu'on va tous être capables de trouver, entre guillemets, notre bonheur et des points de raccrochement. Je vais essayer de prendre des exemples. C'est en lien avec les exemples que je donne d'habitude. Donc, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Et on va revenir dessus dans les questions, n'hésitez pas. Donc, le sommaire de la présentation aujourd'hui. Donc, dans un premier temps,
on va discuter rapidement de pourquoi s'intéresser à la perception de l'effort. Et tout de suite, on va se placer dans le cadre du mouvement volontaire. On va dissocier le mouvement volontaire. Je choisis de faire un mouvement. Je choisis d'aller marcher, prendre l'escalier ou prendre l'ascenseur. Je choisis de faire un sudoku. Je choisis d'aller attraper mon bus ou d'aller à l'épicerie. Versus, j'ai une activité réflexe où, par exemple, le réflexe où on va avoir un petit coup de marteau sur notre genou pour le réflexe myotatique, où là, on va avoir un mouvement, mais qui n'est pas du tout volontaire. Nous, on va s'intéresser réellement au niveau du mouvement volontaire et on va voir le lien avec l'effort. Et on va voir aussi comment l'effort et sa perception jouent un rôle dans notre comportement, à nous tous. Ensuite, on va définir un petit peu plus précisément l'effort, parce qu'il y a différentes définitions qui existent, qu'on soit tous d'accord de quoi on parle. On va présenter très brièvement comment on le mesure, nous, au laboratoire, pendant des exercices physiques. Et on va parler aussi brièvement de sa neurophysiologie, histoire de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette perception, pourquoi on perçoit les choses d'une manière ou d'une autre. Et on va discuter rapidement de quelque chose que moi, personnellement, je trouve fascinant. Je travaille sur cette thématique depuis ma maîtrise. Et en fait, on va le voir par la suite, c'est une perception qui a des origines centrales. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est majoritairement à cause et grâce à notre cerveau qu'on perçoit un effort et non pas grâce aux informations de nos muscles ou de notre cœur, par exemple, lorsqu'on fait un exercice. Et ça, c'est particulièrement passionnant. Ensuite, on va parler d'intérêt clinique, entre guillemets, où on va là faire le pont entre l'interaction avec la douleur et la fatigue. J'ai mis clinique au sens large, dans le sens avec des personnes, parce que c'est valable aussi pour des gens qui sont en bonne santé, qui veulent devenir plus actifs, des athlètes qui veulent mieux performer, ou aussi des personnes âgées qui veulent continuer de vieillir et de bien vieillir et de pouvoir profiter de leur activité, de la vie de tous les jours, parce qu'on souffre tous à un moment donné dans notre vie de douleur ou de fatigue. Et après, on va donner quelques conclusions et perspectives. Alors, dans un premier temps, on va parler du mouvement volontaire. Qu'est-ce que le mouvement volontaire? On va prendre deux exemples qui n'ont rien à voir, mais qui ont en commun le fait de bouger. Quelqu'un qui veut aller faire du vélo ou quelqu'un qui veut aller se balader en couple et promener son animal de compagnie, dans les deux cas, il y a une décision de réaliser un mouvement volontaire qui va partir de certaines aires de notre cerveau, notamment du cortex préfrontal et du cortex cingulaire antérieur. On en reparlera tout à l'heure de cette aire précise du cerveau. Et il va y avoir des signaux qui vont être générés au niveau de nos cerveaux, des messages qui vont être transmis pour élaborer ce qu'on appelle une commande motrice, qui va être transférée au niveau de nos aires motrices, parce que notre cerveau a des aires spécifiques en fonction de leur fonctionnalité, et notamment les aires qu'on voit ici, là. Est-ce que vous voyez ma souris? Des petits pouces levés si oui, ou des petits pouces en bas sinon? Oui, parfait, super. Donc là, en fait, le message va partir de l'avant du cerveau de manière simplifiée, va partir très simplifié, va partir jusqu'au cortex moteur qui va nous finaliser ce qu'on appelle une commande motrice. En fait, c'est une quantité d'informations qui va être transférée à nos muscles via notre moelle épinière, qui va ensuite être transférée jusqu'au muscle. Et ce muscle est un transformateur d'énergie électrique en énergie mécanique. C'est-à-dire il va utiliser les signaux électriques envoyés par le cerveau, transférés par la moelle épinière, et les transformer en énergie mécanique et donc générer un mouvement. Donc tout ça, c'est la chaîne d'action associée au mouvement volontaire qui va permettre de réaliser des mouvements. Lorsqu'on réalise des mouvements, on a une combinaison de signaux afférents, c'est-à-dire de signaux qui arrivent, le A pour afférent, qui arrivent au cerveau, pardon, et de signaux efférents qui sont envoyés par le cerveau. On prend le cerveau comme référence. Ce qui arrive, c'est afférent pour le A, et ce qui est envoyé, c'est efférent. Et lorsqu'on réalise des mouvements, en fait, on a plusieurs perceptions qui vont être générées. On est capable d'estimer notre force, on perçoit la force qu'on produit, on perçoit la position de nos membres dans l'espace qui est liée à la proprioception. On perçoit aussi une douleur, pas tout le temps, mais des fois, ça peut arriver, de l'effort ou d'autres sensations. Et vous vous doutez, vous avez bien compris que nous, on s'intéresse particulièrement aux sensations de douleur et d'effort. Pourquoi s'intéresser à la perception de l'effort? La perception de l'effort, elle a un rôle très important dans la régulation de la performance. C'est-à-dire que lorsqu'on va performer, et performer, ce n'est pas que pour le sportif. Si je marche 6 minutes dehors pour aller attraper mon bus, je fais une performance. J'ai mis un temps pour pouvoir y arriver. Une performance, c'est ni plus ni moins qu'un chiffre en lien avec un exercice ou un test qu'on vient de faire. Monter des marches d'escalier est une performance. Donc le mot performance, c'est la façon, quand j'utilise le mot performance, c'est la façon dont on performe, dont on réalise une tâche, correctement ou non. Donc, en fait, on sait dans la littérature que l'effort et sa perception est fortement lié à la régulation de la performance. Plus je mets d'efforts, plus je m'investis dans une tâche, plus je vais performer, bien sûr, à condition que mon effort soit approprié à la tâche.
Il existe un débat dans la neurophysiologie, mais par contre, il existe un consensus sur le rôle régulateur, et nous, on va brièvement adresser ce débat par la suite. C'est extrêmement utilisé, la perception de l'effort, dans l'entraînement et la rééducation. On peut l'utiliser pour prescrire l'exercice. Vous verrez par la suite, on a des échelles où on peut vous demander de marcher à un effort modéré ou un effort léger. Vous allez être capable d'ajuster votre vitesse. Et aussi pour monitorer l'exercice. Je m'excuse, ça doit être pour monitorer l'intensité de l'exercice. Je ne sais pas pourquoi il y a une petite erreur. Donc, on peut aussi demander aux participants, lorsqu'ils font un exercice, de quantifier leur perception de l'effort. Et on va voir qu'il y a une interaction avec la fatigue et la douleur, et aussi avec la performance. Donc, on va être capable de mesurer l'intensité perçue d'un exercice ou de prescrire un exercice, et donc des vitesses d'exercice. C'est très important dans la locomotion et la marche. On a tendance à penser que naturellement, on va réaliser un exercice à une moindre dépense énergétique, c'est-à-dire à un moindre coût, à une moindre dépense d'énergie. Ben, en fait, dans la littérature, il y a des papiers qui montrent que lorsque je marche et que je commence à courir, donc si on met des gens sur un tapis roulant, on leur demande de marcher, et si on augmente progressivement, c'est cette étude qui est là, si on augmente progressivement la vitesse de marche sur le tapis roulant, à un moment donné, les personnes vont avoir le libre choix de courir. Elles vont commencer à courir lorsqu'elles perçoivent l'exercice comme étant plus facile, demandant moins d'efforts, et non pas lorsqu'ils dépensent le moins d'énergie. C'est-à-dire que les personnes décident de courir ou redécident de marcher pour minimiser ce qu'ils perçoivent de l'exercice comme étant difficile et intense. Donc, ça veut dire qu'on a une dissociation entre réellement l'énergie qu'on dépense et ce qu'on perçoit. Et on a tendance à minimiser ce qu'on perçoit dans nos choix. C'est important pour des adhésions au programme d'entraînement physique ou d'entraînement cognitif, peu importe les activités qu'on fait. S'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, on n'ira pas le faire, en fait. Donc, si ça nous demande trop d'efforts et qu'on n'aime pas le faire, et que si c'est trop difficile, peut-être le faire une fois, 2 fois, 3 fois, et pas plus. Donc, nous, kinésiologues, c'est-à-dire les experts de l'activité physique qui veulent rendre les gens actifs, leur permettre de bouger plus, en fait, nous, kinésiologues, on serait intéressés à minimiser cet effort perçu pour que les gens prennent plus envie de venir faire l'exercice et restent actifs. Donc, il y a des intérêts par rapport aussi à ça. C'est aussi, ça semble être lié au contrôle du mouvement et notre prise de décision. Par exemple, si je veux aller toucher ma caméra à faire ça, je vais naturellement aller sur cette ligne droite plutôt que de faire tout un détour. Parce qu'en fait, si je fais plus d'un détour, je vais dépenser plus d'énergie, je vais trouver ceci comme étant plus difficile, me demandant plus d'efforts, donc je vais prendre le chemin le plus court. C'est pour ça, par exemple, quand il y a des parcs avec un chemin et un virage, bah, les gens ne suivent pas le chemin, on voit toujours dans l'herbe des traces en diagonale, puisque les gens ils vont au moindre effort. Et aussi, on sait que l'effort et sa perception, elle interagit avec la douleur et la fatigue, et là, ça va être notre topic principal et notre discussion d'intérêt. Je le précise brièvement, en sciences du sport, dans notre domaine, et au-delà, même, je dirais plus généralement parlant, l'effort et sa perception restent peu compris parce qu'il existe un manque de clarté. Il y a beaucoup de définitions et un manque de clarté sur les définitions utilisées. Donc nous, ce qui nous dissocie particulièrement au laboratoire, c'est qu'on donne des définitions très claires et très précises des différents phénomènes. Donc voilà. Donc là, on a vu la première partie, pourquoi s'intéresser à la perception de l'effort. Version courte, c'est une perception clé qui régule notre vie, notre vie de tous les jours parce qu'elle régule notre engagement dans nos comportements, en fait. D'où cet aspect volontaire. Donc partir sur une deuxième partie qui va être plus sur définition, mesure et neurophysiologie de cette perception. Donc qu'est-ce que l'effort? L'effort, c'est un mot qu'on utilise tous, qu'on a déjà tous utilisé. Et selon, par exemple, notre métier ou notre domaine, on peut voir les choses de façon complètement différente. Quelqu'un qui va être ingénieur va peut-être voir un effort comme les contraintes sur une pièce mécanique. Ça va être le mot effort. Quelqu'un en psychologie ou en neurosciences va voir l'engagement dans la tâche. Nous, c'est cette approche-là qu'on prend d'engagement dans la tâche. Comme il existe énormément... Ah, je vais ralentir un peu. Je viens de voir que je parlais très vite et ça, c'est mon défaut principal. Je m'en excuse. Je vais ralentir là-dessus. Et j'ai vu aussi pour le pointeur laser, j'ai un petit pointeur. Est-ce que le pointeur laser rouge, il est mieux que la flèche? Il me faut des pouces levés, par contre, s'il vous plaît. Parfait, excellent. Donc, on va garder le pointeur laser rouge. Je ne peux pas voir tous les messages dans le clavardage, je m'en excuse. Euh, donc, revenons à notre présentation. Donc, comme il existe différentes définitions, nous, ce qu'on aime bien faire au laboratoire, c'est revenir à la base. La base, c'est le dictionnaire. C'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde, qu'on soit scientifique ou qu'on ne soit pas scientifique. Donc, c'est extrêmement important. L'effort est défini dans le dictionnaire comme la mobilisation volontaire de forces physiques, intellectuelles, morales, ou en vue de résister ou pour vaincre une résistance. On va y revenir par la suite, tout particulièrement, c'est cette notion d'aspect volontaire qui est extrêmement important. Ce qui est important aussi dans cette définition de l'effort, c'est qu'il y a
la notion de force physique et d'intellectuel. C'est-à-dire que l'effort est une des rares perceptions, j'aurais presque tendance à dire la seule, mais je ne suis pas bien sûr, mais c'est mon intuition, qui est présente à la fois dans le domaine cognitif et physique. Que je fasse un effort physique, que je fasse un effort cognitif. Si je fais un sudoku, si je cours dehors, si je réfléchis à ce que je vais faire demain à manger, si je monte les escaliers, je perçois un effort, je perçois mon engagement dans la tâche. C'est pour ça que cette perception est très importante. Et en fait, l'effort correspond à l'intensité de notre engagement dans une tâche. Comme je viens de vous l'expliquer, on peut le percevoir, l'effort, dans le domaine physique et dans le domaine cognitif. La perception de l'effort, qu'est-ce que c'est? Ici, on a trois exemples complètement différents, même s'ils sont liés. J'aurais très bien pu aussi mettre une photo de Jean Talon, par exemple, la station de métro Jean Talon, où il y a plein d'escaliers. Ces personnes-là qui vont aller au gym, il y a trois exemples différents. Il y a la première personne qui monte les escaliers sur l'escalier automatique, qui va trouver les choses moins difficiles. Ça va lui demander moins d'efforts que la personne qui monte les marches ici. Parce que là, il est aidé. La personne est aidée par le tapis roulant. Il y a aussi une autre personne qui va être sur le tapis roulant et qui ne va pas bouger. Et si on demande à cette personne, c'est quoi l'effort pour monter au premier étage, elle va nous dire, rien, je fais rien. Je suis pas engagé, je monte pas, donc je perçois pas d'effort. Alors que si on demande à la personne quel est l'effort pour ne pas tomber, peut-être qu'elle va nous dire, léger, il faut que je me concentre. Donc là, on introduit la notion de but. Un effort est relatif à un but précis. Autre exemple, avec cette madame-là qui va s'engager dans un exercice de vélo, pour le moment, elle ne perçoit pas d'effort à faire son exercice de vélo. Par contre, quand elle va commencer, elle va le percevoir. Puis on a aussi le cas de l'athlète de haut niveau qui, lui, perçoit un effort lorsqu'il fait sa tâche. Donc en fait, l'effort, c'est une sensation de travail. C'est cette sensation de travail qui est associée à une action volontaire. Et nous, c'est exactement ça qui nous intéresse. On s'intéresse à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette sensation de travail associée à une action volontaire. C'est là où on se différencie tout à l'heure avec l'exemple que je donnais sur le marteau, par exemple, pour générer une activité réflexe. Je m'excuse, j'ai un défi avec mon ordinateur, ça ne va pas durer longtemps, je ne sais pas pourquoi ça bug. Parfait, c'est bon, c'est revenu. Toutes mes excuses, on y retourne. En fait, cette sensation de travail, elle correspond à une impression de dépenser de l'énergie. Ça ne veut pas dire que notre cerveau enregistre en continu l'énergie qu'on dépense, c'est que comme il est engagé, il a l'impression de dépenser de l'énergie. Et en fait, ça, c'est crucial pour le jugement de nos actions. Ce qu'on appelle le calcul coût-bénéfice. Je vais vous prendre le même exemple que je donne avec mes étudiants en cours. Vous faites les étudiants qui ne dorment pas, ou quelqu'un d'autre qui n'est pas étudiant et qui souffre d'insomnie et ne peut pas dormir, risque d'être fatigué le lendemain matin. Cette personne, elle est fatiguée et elle a soif. Cette personne a soif, mais elle n'a pas suffisamment soif pour aller dans son frigidaire pour aller prendre de l'eau. Peut-être qu'une heure après, elle sera toujours autant fatiguée, mais comme elle aura plus soif, le bénéfice d'aller boire un coup va être plus important que l'effort pour aller dans le frigidaire, chercher à boire, par exemple. Un autre exemple, c'est pour ce qu'on appelle être en contrôle de l'action, le self-agency en anglais, agentivité en français, si je ne me trompe pas. C'est le sentiment d'être en contrôle de l'action. Si je bouge mon bras, je sais que c'est moi qui ai bougé mon bras. Je suis en contrôle de mon action. Des personnes qui ont des déficits par rapport à ce sentiment de contrôle de l'action ont également des déficits de perception de l'effort. Donc, cette perception de l'effort est quelque chose qui est vital pour nous au-delà de nos comportements. Elle nous indique aussi qu'on est en contrôle de nos actions et que c'est nous qui réalisons les tâches. Donc, si on résume, l'effort correspond à l'engagement volontaire de ressources physiques et mentales pour performer ou tenter de performer dans une tâche. Par exemple, une ressource physique, ça va être la quantité de muscles que j'utilise, à quel point mon cœur augmente en fréquence cardiaque. Des ressources cognitives, ça va être quelles sont les fonctions de mon cerveau que j'utilise, quelle est la quantité d'air cérébral que je recrute, de réseaux neuronaux que je recrute, etc. Ensuite, la perception de l'effort, c'est notre sensation consciente, c'est ce que nous percevons, qui est quelque chose qui est subjectif à la personne, qui est propre à la personne. C'est la sensation consciente de la quantité de ressources cognitives et motrices investies dans une tâche. Et quelque chose qui est très important quand on parle d'effort, c'est la notion de dans une tâche, notion de but dépendant du contexte. C'est-à-dire que si je veux mettre beaucoup d'efforts, si je mets beaucoup d'efforts, par exemple, pour essayer de visser avec mon tournevis la vis, mais qu'en fait, il faut que j'utilise un marteau, je n'utilise pas la bonne tâche, donc mon effort, il va servir à rien. C'est juste pour donner un exemple. Donc, ce qui est important, c'est quand on parle d'effort, c'est toujours contextualiser par rapport à la tâche qu'on fait.
Attention aux facteurs confondants. Des facteurs confondants, c'est des choses qui vont venir interagir sur notre variable d'intérêt. Une variable, c'est quelque chose qu'on mesure, et la perception de l'effort, c'est ce qu'on mesure au laboratoire, mais il existe des facteurs confondants. Si on ne clarifie pas à nos participants quelques détails importants, peut-être que ce qu'ils vont nous reporter ne correspond pas exactement à leur effort. Dans la littérature, notamment en sciences du sport, surtout en sciences du sport, il existe des raccourcis qui consistent à dire que l'effort, que la douleur aide l'effort. Mais non, c'est faux. La douleur n'est pas de l'effort. Si je pince votre bras, vous allez percevoir absolument aucun effort à contrôler votre bras et à bouger votre bras. Par contre, vous allez percevoir de la douleur, vous allez avoir mal. Si vous levez, si le matin au réveil, vous avez mal quelque part à une articulation et que vous ne bougez pas, vous ne percevez pas d'effort pour vous lever, par exemple, de votre lit, mais vous avez mal. C'est deux choses différentes. Autre chose qui est souvent assimilée à de l'effort, c'est la notion d'inconfort. Je prends toujours cet exemple-là avec des cyclistes de haut niveau. Les cyclistes de haut niveau, ils ont des vélos qui sont vraiment novateurs, là, et ils ont des selles qui sont très, 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 très fines. Très fines, très dures comme du bois. Donc, quand on est cycliste, on ne trouve pas ça inconfortable, ou un petit peu, mais parce qu'on a l'habitude. Mais quelqu'un qui n'est pas cycliste, qui va s'asseoir sur le vélo, va trouver ça extrêmement inconfortable. Ça va, en gros, là, on va avoir mal aux fesses, ça va être inconfortable. Eh ben, quand on ne pédale pas, on ne perçoit pas d'effort. Par contre, on perçoit l'inconfort de ne pas être assis sur quelque chose confortable. Une autre situation qui peut être créée de l'inconfort, c'est si on est avec quelqu'un qui nous rend mal à l'aise, on perçoit de l'inconfort, mais on ne perçoit pas d'effort pour réaliser une tâche si on ne fait rien. Autre exemple. Et un autre exemple, c'est la fatigue. Souvent, on va dire que la fatigue et l'effort, c'est la même chose, en tout cas dans notre domaine. C'est faux. La fatigue, je peux me sentir fatigué, on va en parler, mais ne pas percevoir d'effort si je ne fais rien. Donc, ce qui est important, et je prends toujours le temps de revenir là-dessus, parce que c'est des notions, dans notre langage de la vie de tous les jours, oui, on fait des raccourcis. Mais pour mieux comprendre comment la douleur ou la fatigue ou l'inconfort va aller impacter l'effort, il faut vraiment les dissocier et les définir. Donc, c'est important d'utiliser des instructions il est important d'utiliser des instructions qui sont explicites. Pour illustrer, voici ce qu'on utilise au laboratoire. Donc, si jamais vous êtes intéressé un jour par venir tester des expériences, si vous faites des expériences où on fait de l'exercice physique, vous risquez d'avoir cette question-là de poser et de définir. Donc, la perception de l'effort dans le cas d'un exercice physique et même dans le cas d'un exercice cognitif, c'est la perception de combien l'exercice qu'on réalise, il est perçu comme difficile, éprouvant. Comment on mesure ça? Il y a plein de façons différentes, mais si on veut mesurer pendant un exercice sans que la personne s'interrompe, on va utiliser des échelles psychophysiques qu'on va montrer aux participants, ce que vous avez ici, où en gros, on va demander à la personne, je m'excuse, j'ai mis les versions anglaises, on va montrer à la personne ces échelles et on va demander à la personne, situe l'intensité de ta perception sur les chiffres, sur les lettres, pardon, ce qu'on appelle des descripteurs verbaux, et ensuite donne-nous un chiffre qui correspond au descripteur verbal. Tu peux nous donner entre deux descripteurs. Si par exemple tu marches dehors et que tu trouves que c'est facile à faire, que ça te demande un effort léger, ben, si je prends cette échelle-là, ben, je vais aller voir léger, weak, et ben, je vais peut-être dire 13, 15. Si ça augmente un petit peu, je vais dire 17. C'est extrêmement facile à utiliser sur le terrain à condition de donner des instructions précises sur comment coter et quantifier ces sensations. On l'utilise en entraînement et en rééducation, que ce soit avec des athlètes, des personnes en bonne santé ou encore des personnes souffrant de différentes pathologies. C'est extrêmement utilisé pour prescrire et monitorer l'intensité de l'exercice. Et voici plus précisément ce qu'on demande aux personnes. Durant l'exercice physique que vous allez réaliser, votre perception de l'effort va dépendre principalement des sensations de difficulté à utiliser ou contrôler vos jambes. Le utiliser / contrôler, j'ai toujours du mal à traduire le drive your leg en français, donc je mets utiliser / contrôler et à respirer pendant l'exercice, parce que c'est des choses qui sont liées à l'effort. Donc, voici ce qu'on utilise au laboratoire. Autre chose qu'on a développé au laboratoire, c'est plutôt que de mesurer tout le temps l'effort lors d'exercices globaux, marcher, courir, faire du vélo, faire de l'elliptique, on peut le faire aussi sur des tâches plus fines, où on va aller transporter des blocs ou des cubes. Ça, on a montré au laboratoire récemment en fait, qu'on est capable également de monitorer à quel point on trouve un exercice difficile quand on utilise ce qu'on appelle de la motricité fine et être capable d'utiliser des gestes très précis avec ses doigts, sa main ou ses bras. Ici, c'est déplacer des cubes d'un côté ou d'un autre. Ici, c'est aller toucher des cibles précisément. On en est au stade où on a validé ces tâches-là avec des personnes jeunes en bonne santé. Et là, on va commencer à initier des études avec des personnes âgées et des aînés pour venir voir si on a aussi la capacité d'utiliser ces échelles et prescrire l'exercice avec des aînés et également par la suite à les transférer avec
différentes pathologies. Donc, c'est une mesure et aussi une prescription de l'intensité d'un exercice. Et on doit toujours mettre en rapport ce que la personne nous reporte avec ce que la personne a fait. Si par exemple, la personne nous dit c'était difficile, mon effort, il était difficile, 15 ici sur l'échelle, ben, ce n'est pas la même chose si elle a bougé 25 cubes ou si elle en a bougé 35. Si la personne a bougé 35 cubes et qu'elle nous dit que c'était difficile et que le coup d'après, elle en a bougé que 25 et elle nous dit que c'était difficile, ça veut dire que la personne, elle perçoit les choses de la même façon, mais elle en a fait beaucoup moins. Donc, ça veut dire qu'elle est peut-être probablement fatiguée. Probablement. Donc, toujours mettre en relation ce qui est fait, donc la tâche, et la tâche, comment on a performé dans la tâche avec ce qui est perçu. On va passer sur la neurophysiologie de cette perception. Comme toute perception, en fait, elle résulte du traitement neuronal, c'est-à-dire notre cerveau qui va interpréter ce qu'on appelle un signal sensoriel ou des signaux sensoriels, et c'est ce traitement neuronal du signal sensoriel qui va générer une perception. Dans notre cas, on s'intéresse spécifiquement à la perception de l'effort. Il y a de plus en plus d'évidences qui tendent à montrer fortement que le cortex singulaire antérieur, qui est la petite aire du cerveau que vous avez ici là en rouge, semblerait jouer un rôle crucial. C'est une aire du cerveau qui est impliquée dans la douleur, les émotions, la fatigue, la prise de décision, plein de choses qui impactent ou qui sont en lien avec l'effort. Ça commence à être de plus en plus acquis et démontré dans la littérature. Par contre, il existe un débat sur le signal sensoriel ou les signaux sensoriels qui généreraient cette perception de l'effort. On va l'illustrer juste après. Version courte, il existe deux grandes théories. La perception de l'effort serait générée par le retour de nos organes actifs à l'exercice. Lorsque je marche, mon cœur, mes poumons, mes muscles qui vont m'envoyer des informations qui vont être interprétées par le cerveau et générer la perception de l'effort. Ça, c'est l'option 1. On va la réillustrer. L'option 2, c'est qu'en fait, lorsque je fais un exercice et que j'envoie ma commande motrice, rappelez-vous la première diapositive, on va y revenir, ben, ce signal, il est directement interprété par le cerveau, donc il serait central, ce qui s'appelle la décharge corollaire. Dans la littérature, il a existé des études qui ont étudié ceci, des études qui ont étudié, excusez-moi pour ça, mais c'est le cas. Et en fait, au laboratoire, récemment, des étudiants, ils ont réalisé ce qu'on appelle une revue systématique et méta-analyse. C'est un bien gros mot pour dire qu'ils ont pris toutes les études qui existent dans la littérature sur ce domaine, où on est allé couper les retours afférents, c'est-à-dire couper la douleur, couper ce qu'on sent des muscles, tout en faisant l'exercice. Et ils ont pris tous les résultats de ces études, ils ont fait des statistiques pour voir si ça diminuait ou diminuait pas la perception de l'effort. Et de manière intéressante, la perception de l'effort est identique lorsqu'on coupe les retours afférents ou pas. Et on va illustrer comment. Autre exemple qui montre que cette perception est centrale, des patients qui sont transplantés cardiaques ou pulmonaires n'ont plus de retours afférents, mais sont toujours capables de pouvoir percevoir l'effort. Un autre exemple, quelqu'un qui va prendre des bêta-bloquants. Il y a des études qui ont montré que prise de bêta-bloquants versus une situation où il n'y a pas de prise de bêta-bloquants, changement de fréquence cardiaque, même perception de l'effort dans un exercice. Tout ça, c'est des études qui accumulent des évidences qui tendent fortement à suggérer que cette perception, elle est issue du cerveau. Mais comment ? La réponse potentielle, une des possibilités serait qu'en fait, lorsqu'on prend la décision de réaliser un mouvement, si vous vous rappelez le tout début là, ben on va créer ce qu'on appelle une commande centrale. Cette commande centrale va se transférer aux aires motrices qui vont la finaliser, la modifier pour générer ce qu'on appelle une commande motrice. Elle va passer par notre moelle épinière, ce qu'on appelle une synapse, une connexion entre deux neurones, et elle va arriver au niveau du muscle qui va utiliser l'information électrique, nerveuse, pour la transformer en énergie chimique au niveau du muscle, au sein de ce muscle, pour ensuite en énergie mécanique et la force produite et le mouvement. On sait également, et ça c'est indiscutable, nos muscles nous redonnent des informations sur le mouvement et des retours sensoriels. C'est ce qu'on appelle le contrôle moteur. C'est utilisé dans notre contrôle moteur pour réguler nos mouvements. Et on sait que ces retours sensoriels, ils vont venir en fait avoir un effet sur les neurones au niveau de la moelle épinière ou du cerveau, du cortex moteur, soit en les rendant plus efficaces, en les excitant, plus réactifs, plus efficaces, ou en les inhibant, moins réactifs. Dans le même temps, lorsque je réalise un mouvement, par exemple, si je veux aller toucher ma caméra, là, lorsque je prends la décision d'aller toucher ma caméra, dans le même temps que ma commande motrice, ma commande centrale va se transformer en commande motrice et va être envoyée, mon cerveau il va envoyer une copie en fait, de cette commande à d'autres endroits de mon cerveau. Cette copie, elle s'appelle la copie de déférence, envoyée, efférent.
On l'appelle aussi la décharge corollaire. Et en fait, notre cerveau, il va interpréter cette copie pour prédire les conséquences de l'action. Ce qui fait que si je viens là et j'ai pas touché, ou là et que j'ai pas touché ma caméra, ben mon cerveau, il va se rendre compte que les retours sensoriels, ils lui donnent pas l'information que j'ai touché la caméra. Par contre, la copie, elle a estimé que je devais toucher. Donc, comme je n'ai pas touché la caméra, mon cerveau s'en est rendu compte, je vais ajuster mon mouvement pour avoir le toucher, pour aller le toucher. Ça, c'est un exemple de décharge corollaire. Il y a un autre exemple de décharge corollaire qui est utilisé, c'est-à-dire les copies des commandes motrices sont utilisées dans plein d'occasions pour pouvoir nous permettre d'anticiper ce qui va se passer. Et un autre exemple, c'est si vous fermez les yeux et que vous imaginez réaliser un mouvement. Par exemple, je m'imagine marcher dans la rue. Si on est au calme, que vous avez une fréquence cardiaque de repos au calme, vous vous mettez à imaginer, vous allez avoir une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la pression artérielle notamment, et de votre fréquence respiratoire. Parce que votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire et votre pression artérielle, elle est régulée par des activités réflexes au niveau de nos muscles, notamment, mais elle est aussi régulée en anticipation de ce qui va se passer pour nous préparer physiologiquement, et c'est grâce à ces décharges corollaires. Donc, on sait qu'il existe des copies dans le cerveau qui sont envoyées à différentes aires pour réguler nos mouvements, réguler nos réponses physiologiques. Et on va voir aussi que c'est utilisé pour générer cette perception de l'effort. Et on va voir comment, même si nos retours afférents, même si les retours de nos muscles ne génèrent pas la perception de l'effort, comment ils peuvent interagir avec. On va en parler avec la douleur notamment et la fatigue. Donc en fait, la perception de l'effort, elle résulterait de la copie de la commande qu'on envoie à nos muscles. Donc en gros, lorsqu'on envoie une commande à nos muscles pour bouger, notre cerveau reçoit une copie de cette commande et anticipe la difficulté de l'exercice, en d'autres termes. On sait que les retours sensoriels sont des signaux qui vont générer d'autres perceptions, comme par exemple la douleur, la tension musculaire, la force, la position de nos membres dans l'espace. Et on sait aussi que ces retours sensoriels, même s'ils ne génèrent pas la perception de l'effort, ils vont la réguler via le rôle excitateur ou inhibiteur. C'est les plus et moins que vous avez ici, et on va l'illustrer un petit peu par la suite. Donc en résumé, la perception de l'effort, lorsqu'on fait une tâche physique, lorsqu'on marche dans la rue, lorsqu'on monte les escaliers, en fait, c'est ma sensation consciente de l'intensité de notre commande motrice. Et c'est pour ça que ça reflète l'intensité de la tâche. Parce que plus je dois m'engager dans une tâche, plus c'est difficile, plus ma commande motrice va augmenter, en fait. Et le lien, il est là. Par contre, ça veut dire que selon les travaux existants, et pas que les nôtres, les travaux existants dans la littérature, les retours sensoriels, ils ne sont pas inutiles, mais ils génèrent d'autres perceptions, et non pas l'effort. Oups, pardon. Maintenant, on va aller voir pour l'interaction avec la fatigue et la douleur. On va passer un petit peu plus de temps sur la définition de la fatigue, un peu moins sur la douleur, parce que la douleur est quelque chose qui est plus, on va dire, implicite pour tout le monde, alors que le niveau de fatigue, la fatigue est très différent selon les définitions. Donc, le problème de la fatigue, c'est la même chose que l'effort. Il y a plein de définitions selon les domaines. Donc, ce qui est toujours bien, c'est qu'on fait la même chose. On va voir dans le dictionnaire. En allant dans le dictionnaire, on peut trouver la définition suivante de la fatigue. C'est un état physiologique consécutif à un effort prolongé, à un travail physique ou intellectuel intense, et se traduisant par une difficulté à continuer cet effort ou ce travail. Ce qui me dérange avec cette définition, c'est que je pense qu'elle est incomplète. Elle est incomplète parce que ce n'est pas que physiologique, il y a aussi un aspect psychologique, on va en parler. Et aussi, cette définition n'inclut pas la maladie dedans. Alors qu'il est évident pour tout le monde, si on souffre de fatigue chronique, il y a de la fatigue. Si on trouve de fibromyalgie, il y a de la fatigue. Si on a un AVC, il y a de la fatigue. Si on a du cancer, il y a de la fatigue. Donc, il y a une notion importante de maladie à rajouter. Et je trouve que la définition du dictionnaire Oxford est, pour moi, excellente et représente le mieux la fatigue, et c'est celle qu'on utilise dans nos recherches. Donc, elle a deux volets, cette définition. La première, an extreme tiredness resulting from mental or physical exertion or illness. Un sentiment d'épuisement généré soit par un effort physique ou mental, ou par la maladie. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur l'état physiologique, on est sur l'aspect subjectif, le sentiment d'épuisement, qui peut être soit parce que je fais une tâche, soit par une maladie. Donc, indirectement, il y a une notion de fatigue aiguë, ou fatigue chronique. La fatigue aiguë, elle est transitoire. Je vais faire un gros exercice physique, je vais être fatigué, mais je vais me reposer et ça va passer. Je suis malade, je souffre de fatigue chronique, j'ai beau me reposer, ma fatigue, elle est toujours là.
Les deux ont des aspects différents, des causes différentes. Les deux ont en commun d'augmenter l'effort perçu. On va en reparler. Un deuxième volet de ces définitions, qui est un volet plus objectif que subjectif, je vais revenir là-dessus juste dans les 2 diapos suivantes, c'est une diminution de l'efficacité d'un muscle ou d'un organe après une activité prolongée. En gros, je marche à la même vitesse, mais au bout d'une heure de marche, pour aller à la même vitesse, ma fréquence cardiaque doit augmenter. Je suis donc moins efficace, j'ai besoin de plus battements cardiaques pour avoir la même sortie motrice. Un autre exemple, on peut mesurer l'activité des muscles. On met des électrodes sur le muscle et on peut mesurer l'activité électrique des muscles lorsqu'on réalise un mouvement. Si je réalise un mouvement répété et que mon muscle se fatigue, pour soulever le même poids, je vais avoir besoin de plus d'activité, plus de signal envoyé, plus de fibres musculaires, c'est ce qui compose le muscle, plus de fibres musculaires vont devoir être recrutées. Donc ça, c'est une diminution de l'efficacité, c'est-à-dire que je suis moins efficace, c'est plus coûteux. Autre aspect, c'est la perte de force. Par exemple, mes muscles sont fatigués, ils ne peuvent plus pousser autant que d'habitude. Et donc, la fatigue, il est évident, ça parle à tout le monde, et il est évident qu'il y a plein d'applications, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la performance sportive, que ce soit au travail, ou quand on écoute un webinaire avec quelqu'un qui a un accent très français de France et qui parle vite comme moi. Je pense que ça peut aussi être difficile cognitivement, et quand ça dure trop longtemps, ça peut devenir fatigant, parce que j'ai conscience, même si je ralentis, je parle vite. Donc, il faut être beaucoup concentré. Donc, c'est un effort. Donc, si c'est prolongé, ça peut me fatiguer de manière aiguë. Et aussi de manière un peu plus évidente, tout ce qui est en lien avec les conducteurs, que ce soit des pilotes d'avion ou des conducteurs de camions, on s'entend que la fatigue est extrêmement importante, on veut éviter des accidents. Donc la fatigue. Qu'est-ce que la fatigue? Donc la fatigue, elle se manifeste subjectivement. Subjectivement, on va se sentir épuisé, manque d'énergie. L'effort physique ou cognitif va induire de la fatigue, la maladie également. À même durée d'exercice, si je fais un exercice plus difficile, plus intense, je vais avoir plus de fatigue, par exemple. Ou si je fais le même exercice, la même intensité, mais que je le fais plus longtemps, je vais avoir plus de fatigue. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, peut-être que des fois, faire des petites pauses dans des tâches complexes qu'on fait, de temps en temps, ça permet de se désengager de la tâche, de récupérer et de revenir dedans. C'est des petites choses tout simples qui permettent de minimiser l'accumulation de fatigue. Aussi, et ça, si vous faites des séances d'exercice avec des kinésiologues et que votre kinésiologue est bon, je suis persuadé qu'il le fait. On peut, même chose avec les physiothérapeutes dans certains exercices, et je vais m'arrêter là parce que je ne connais pas les autres métiers aussi bien. La difficulté d'un exercice, elle peut être manipulée par les instructions de l'exercice. Et donc, on peut jouer sur l'intensité perçue de la difficulté de l'exercice. Exemple, si on fait des exercices un petit peu ludiques, où on doit aller toucher une cible, ou courir faire le tour d'un cône, puis on met des cônes de différentes couleurs, ben, si je dis aller faire le tour de n'importe quel cône, très bien. Si je vous dis allez faire le tour du cône bleu, ben là, ça demande une attention et d'aller faire le tour du bon cône. Donc, ça demande une charge cognitive en plus. De la même manière, je peux très bien avoir mis 2 cônes, un à gauche, un à droite. Et quand je dis va toucher le cône gauche, tu dois aller toucher le cône droit. Donc, dans ce cas-là, on va mettre en jeu ce qu'on appelle l'inhibition. Et donc là, ça va demander aux gens plus d'efforts. Donc, avec les instructions de la tâche, on peut jouer avec la difficulté de l'exercice et donc faire un travail physique et faire un travail cognitif. De la même manière, lorsqu'on fait des tâches cognitives, on peut très bien jouer avec l'exigence physique des tâches. Autre aspect de la fatigue très important, ce sont ces manifestations objectives. Les manifestations objectives de la fatigue sont liées à des diminutions de l'efficacité d'un muscle ou d'un organe, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est très, très, très important, c'est que souvent, les tâches de la vie de tous les jours qu'on fait, elles sont sous-maximales. Donc, ce n'est pas parce que je suis fatigué ou parce que j'ai perdu des capacités de force, pour n'importe quelle raison, la marche que je vais monter dans l'escalier, elle va toujours faire la même taille. Lorsque je vais devoir monter dans le bus, je vais toujours devoir monter une marche qui est identique et m'accrocher de la même façon pour monter dans le bus. Ce qui fait que lorsque mes capacités diminuent, dans la vie de tous les jours, nos interactions avec l'environnement, ça ne change pas. Donc, ça veut dire que si nos capacités diminuent et que la marche est à même niveau, bah, je vais trouver ça plus dur de prendre la marche.
d'aller utiliser l'escalier. D'où l'intérêt de rester actif, parce que nos tâches de la vie de tous les jours, on est capable de compenser en mettant plus de ressources dans la tâche pour compenser l'effet négatif de la fatigue. Et du coup, on va trouver les choses plus difficiles. Parce que si, par exemple, je dois monter les escaliers et qu'aujourd'hui, je suis fatigué, je vais devoir plus me concentrer ou utiliser plus de mon muscle pour pouvoir monter l'escalier. Du coup, ma commande motrice, elle va être plus importante. Du coup, ça va être plus difficile. Puis comme c'est plus difficile, je vais avoir moins envie de le faire. Et si j'ai moins envie de le faire, je vais me déconditionner parce que je vais être moins actif, que ce soit physiquement ou cognitivement. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux, en fait. Plus on est fatigué, plus on trouve les choses difficiles. Plus on trouve les choses difficiles, moins on va en faire. Moins on fait, plus on se déconditionne. Plus on se déconditionne, plus nos capacités diminuent. Plus nos capacités diminuent, plus ça nous coûte en effort. Et ainsi de suite. Concernant le signal sensoriel de la fatigue, très honnêtement, on ne sait pas. Dans la littérature, on ne sait pas. Par contre, on sait, parmi les différentes aires, que le cortex singulaire antérieur, une fois de plus, joue un rôle important. D'où l'interaction avec notamment la perception de l'effort. Et aussi le fait que lorsque mes muscles se fatiguent, si je suis fatigué physiquement, je vais devoir envoyer plus d'informations à mes muscles pour pouvoir les activer. Donc ma commande va augmenter, donc sa copie va augmenter, donc l'effort va augmenter. Donc en présence de fatigue, c'est plus difficile parce que ça me demande plus d'attention, plus de ressources cognitives, mais également plus d'informations envoyées à mes muscles lorsque je dois bouger. Et tout ça, en fait, ça fait que je perçois plus d'efforts. Donc, si on résume la fatigue est un état psychobiologique. Il y a des raisons biologiques, même si on les a physiologiques, biologiques, même si elles ne sont pas toutes identifiées, et psychologiques, parce qu'on ressent la fatigue, causée par l'engagement prolongé dans une tâche ou par une maladie. Elle va se manifester subjectivement par une augmentation du sentiment d'épuisement et de manque d'énergie, et elle va se manifester objectivement par une diminution des performances physiques ou un maintien de ces performances physiques à un coût plus important. Fréquence cardiaque plus élevée, effort perçu plus important, plus d'utilisation de ses muscles. Et ce qui est important, et ce qu'il faut retenir, c'est que oui, en présence de fatigue, on peut continuer nos tâches et performer, mais au coût d'un effort plus important. Et ça, c'est un problème majeur qui fait que la fatigue, elle est sous-détectée. Il y a une référence que je donne à la fin, qui est un papier de Zangarini, où dedans, il est marqué explicitement que chez les personnes âgées, la fatigue est un fléau parce que c'est un des phénomènes qui est le plus sous-évalué. Parce qu'en fait, principalement, on évalue la fatigue en faisant des tests. Et on va dire la personne, elle est fatiguée si la perf, elle diminue. Par contre, on vient de voir et de discuter le fait que des fois, en fait, je peux maintenir ma performance. Donc, ça va être interprété, non, vous n'êtes pas fatigué parce que votre performance ne diminue pas. Donc, c'est juste perceptuel. Mais oui, c'est perceptuel. Ça veut dire que ce que je perçois comme étant plus difficile reflète probablement des phénomènes au niveau de mon cerveau ou de mon corps compensatoires. Je dois en mettre plus. C'est pour ça que je peux maintenir ma perf. Je maintiens ma perf parce que j'en mets plus, mais ça me coûte plus. Et en fait, c'est exactement le même raisonnement avec la douleur pour des raisons différentes. Donc, passons à la douleur. La douleur, elle est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle aversive, typiquement causée par ou ressemblant à celle causée par une blessure tissulaire réelle ou potentielle. Même principe que la fatigue, elle peut être aiguë et donc transitoire, ou elle peut être chronique et donc prolongée. L'un des pires fléaux est la lombalgie chronique. On en a tous déjà entendu parler. Et c'est quelque chose de chronique qui perdure dans le temps. Comment on étudie au laboratoire la douleur? On étudie le laboratoire aux douleurs de différentes manières. Les manières les plus classiques qui sont utilisées en psychologie sont de générer de la chaleur sur la peau. Tout ce que je vous montre là, c'est sécuritaire. Il n'y a aucun problème, aucun danger de la manière dont c'est fait. Par exemple, les températures qu'on utilise pour générer de la douleur, c'est des températures qui sont bien inférieures à l'eau chaude qui sort de votre robinet et de votre ballon d'eau chaude. Donc ça fait mal, oui, mais ce n'est pas dangereux. Ça fait un petit peu de rougeur, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. On n'est pas des tyrans et tout ce qu'on fait est validé éthiquement. Donc on peut étudier la douleur au labo de manière expérimentale, ça s'appelle, en générant de la chaleur, avec du froid ou avec des stimulations électriques. Puis on peut demander aux personnes de réaliser des tâches en même temps, des tâches cognitives, des tâches motrices, reconnaître des directions des flèches, produire des forces, etc. C'est ce qu'on fait au laboratoire et les premières études qu'on montrent bien et confirment qu'en présence de douleur, l'effort pour maintenir une performance est augmenté. Ça, c'est moins étudié,
Mais ça se fait de plus en plus et on en fait aussi au laboratoire, c'est que la douleur, on la perçoit aussi quand on fait un exercice, mais au niveau de nos muscles. Là, je ne vous parle pas des douleurs si par exemple vous avez une douleur articulaire. Je vous parle de la sensation de brûlure, de picotement dans nos jambes qu'on perçoit lorsqu'on fait un exercice qui devient de plus en plus difficile. Donc ça, on peut l'étudier au laboratoire en utilisant ce qu'on appelle de l'ischémie. On va avoir un espèce de bandeau autour de la cuisse ou du bras qui va bloquer l'apport sanguin et ça va créer de la douleur. Des contractions excentriques, c'est pour générer des douleurs musculaires après avoir fait l'exercice 24-48 heures après. Pensez lorsque vous êtes raqué, que vous avez mal aux jambes après avoir fait une grande randonnée ou une grande marche avec des amis. Ben, c'est ça en fait qu'on étudie. Contraction excentrique, c'est juste que notre muscle s'allonge pour produire une force. Exemple, nos cuisses quand on descend les escaliers. Si je monte les escaliers, mes muscles se raccourcissent. Si je descends les escaliers, mes muscles s'allongent. Et aussi, on s'intéresse, et ça, c'est très. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement et qui est peu fait, c'est la douleur naturelle à l'exercice. Cette sensation de picotement et de brûlure dans nos muscles lorsqu'on fait un exercice trop difficile. Et nous, on essaye de comprendre ça et comment ça interagit avec l'adhésion à l'entraînement, des choses comme ça. Donc, il y a très peu de recherches sur les douleurs musculaires d'origine naturelle et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. On revient toujours au même fil conducteur qu'est ce schéma. Donc, il y a l'aspect nociception en douleur qui est bien connu et qui contribue et qui est associé à générer la douleur. Donc, c'est tous ces aspects physiologiques qu'il y a derrière. On sait qu'il y a un lien au niveau du traitement neuronal, entre autres avec le cortex cingulaire intérieur. Je mets l'emphase dessus pour son lien avec l'effort, mais on sait qu'il y a d'autres aires au niveau du cerveau. Pardon, excusez-moi. Et on sait que c'est lié directement au retour sensoriel des fibres qu'on appelle A delta et C, ou qu'on peut trouver aussi comme appelé 3-4. C'est ce qu'on appelle des nocicepteurs. C'est ces signaux-là qui vont envoyer des signaux électriques au cerveau, donc des signaux afférents qui vont être interprétés pour générer la douleur. Donc, comment et par quel mécanisme vont interagir la douleur et la perception de l'effort? Je vous rappelle que la perception de l'effort est issue de la décharge corollaire et c'est ce qui va générer cette sensation de perception de l'effort. On sait que les feedbacks sensoriels des muscles vont générer d'autres sensations, comme la douleur, la tension musculaire et la force. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que lorsque le muscle va se contracter, on va avoir ces retours qui vont remonter. Donc, ça, c'est un rappel d'une des diapositives précédentes. Donc, les retours sensoriels vont avoir un rôle en régulant la commande motrice, soit en la rendant plus facile, plus efficace ou moins efficace. Et c'est le cas, en fait, avec la douleur. Dans cette étude précise ici, là, ils n'ont pas mesuré directement la douleur, mais ils ont utilisé des produits injectés au niveau de la moelle épinière pour qui sont reconnus pour couper la douleur, qui sont notamment du fentanyl, et qui bloquent au niveau de la moelle épinière, entre guillemets, le signal pour remonter. Donc, ça a été prouvé que ça diminuait la douleur, même si eux, dans leur étude, ils ne l'ont pas même démontré. Par contre, ce qu'ils ont démontré, c'est que si on fait un exercice prolongé, en fait, on va avoir une fatigue, une diminution de la capacité de nos muscles à produire une force associée à une stimulation de ces nerfs qui remontent jusqu'au cerveau et qui génèrent et qui créent cette douleur. Et on sait que cette information qui remonte au cerveau associée à la douleur de manière globale va avoir un rôle inhibiteur, c'est-à-dire elle va rendre moins efficaces les neurones qui descendent jusqu'aux muscles, qui vont à la moelle épinière et qui vont après de la moelle épinière au muscle. Ben, ces neurones, ils vont être moins réactifs, ils vont s'exciter moins facilement à un stimulus. Donc du coup, il faut compenser en présence de douleur. Il faut augmenter le signal qui arrive pour pouvoir leur permettre à ces neurones de fonctionner. Ils sont moins efficaces. Mais du coup, si j'augmente mon signal, j'augmente en conséquence la copie. Et si j'augmente la copie de ce signal, j'augmente ma perception de l'effort. Donc en fait, la douleur va moduler de façon indirecte la perception de l'effort parce qu'elle va venir altérer, diminuer la capacité de notre cerveau et de notre moelle épinière à générer une commande et la transmettre jusqu'au muscle. En conséquence, il faut compenser. Donc elle altère la commande motrice. Autre chose qui va venir altérer la perception de l'effort, la douleur qui va venir altérer la perception de l'effort sous une autre forme, c'est sous un aspect cognitif. On sait que la douleur a un coût intentionnel. Lorsque j'ai mal, j'y pense. Ça me fait mal, j'arrive pas à l'enlever de ma tête, j'y pense. Du coup, je dois augmenter mon effort mental pour surpasser cette douleur, l'inhiber, l'ignorer, continuer. Donc, elle a un coût, cette douleur. Elle augmente la charge mentale. Donc, elle vient contribuer à l'effort. Parce que lorsque j'ai de la douleur, non seulement ça va altérer toute la chaîne d'exécution du mouvement pour la plupart des types de douleurs, j'avoue être simpliste un peu là-dessus, mais c'est la globalité. Cependant, peu importe le type de douleur qu'on a, on sait que cette douleur, elle a un coût cognitif, une charge mentale qu'on doit passer outre. Pour passer outre, on va engager plus de ressources cognitives dans la tâche et donc plus d'efforts.
Donc, ça va plus nous coûter. Donc, voici également la raison pour laquelle, en présence de douleur, en fait, toutes les tâches de la vie quotidienne nous deviennent plus difficiles parce qu'on est moins efficace pour réaliser le mouvement et aussi on y pense tout le temps et on doit inhiber. Donc, c'est très simpliste, très peut-être entre guillemets réducteur, mais c'est la recherche qu'on fait au laboratoire. On prend un modèle très simple pour expliquer ça et notre but, c'est d'expliquer pourquoi cognitivement et physiologiquement on perçoit les choses comme étant plus dures. Donc, rien de nouveau, en fait. En présence de fatigue et quand on a mal quelque part, tout nous demande plus d'efforts. Et ça, c'est quelque chose qui est évident pour nous tous, mais ça n'a pas été très bien creusé dans la littérature. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Et les tâches qu'on fait, elles sont plus coûteuses. Elles nous demandent plus d'efforts, plus de concentration, plus de recrutement de toutes nos ressources physiques. Et pourtant, ces tâches, elles sont identiques. Lorsque je suis fatigué ou que j'ai mal aux jambes et que je dois monter mes escaliers, ils ne sont pas plus élevés, les escaliers. L'auteur de la marche est la même. La tâche est la même. Cependant, je dois compenser une fatigue et une douleur. À partir de là, la réponse, elle est simple. Pourquoi c'est plus difficile en présence de fatigue et douleur? Parce que ma perception de l'effort est augmentée. Si je mettais plus de ressources, mais que ma perception de l'effort n'était pas altérée, entre guillemets, on s'en moquerait tous, on ferait les tâches de la même manière, on ne les trouverait pas plus difficiles. Donc la clé, c'est cette notion de perception de l'effort. Et du coup, on voit le lien avec le comportement. Si je suis fatigué, si j'ai mal, ça me demande plus d'efforts. Si ça me demande plus d'efforts, je le fais moins. Si je le fais moins, je me déconditionne. Si je me déconditionne, j'ai moins de capacité, ça me demande encore plus d'efforts, blablabla. Le souci, c'est qu'il faut trouver un moyen pour se motiver et devenir, rester actif, redevenir, peu importe. Donc, en fait, il faut trouver des moyens pour diminuer l'effort perçu. Comment faire par rapport à ça? Je ne vais pas vous donner de recette miracle, il n'y en a pas. D'autant plus que la majeure partie des études par rapport à ça, qui modulent spécifiquement la perception de l'effort, elles sont faites majoritairement chez des personnes jeunes en bonne santé. Donc, on va aller sur des choses très théoriques et on va ouvrir la discussion ensemble. Mais l'importance, en fait, c'est d'avoir une approche multidisciplinaire, psychophysiologique. Parce que ce soit de la fatigue ou que ce soit de la douleur, en fait, il y a une manifestation, une composante qui est subjective, ce que la personne ressent, et on doit le respecter, et la composante objective, ce qu'on peut mesurer. De manière très simpliste, la composante subjective, c'est de la psychologie, la composante objective, c'est de la physiologie. Et même si c'est des altérations au niveau du cerveau, la neuroscience, c'est de la physiologie du cerveau. Donc, ça reste de la physiologie. Donc, en fait, on doit juste tout simplement considérer les personnes comme une entité entière et pas quelqu'un qui a juste un cœur, ou juste un muscle, ou juste un cerveau, ou juste des pensées, en fait. Tout interagit. Tout interagit, en fait, et c'est le principe de la psychophysiologie, parce que la psychophysiologie, c'est de comprendre la performance. Attention, performance, c'est un comportement. On en a parlé au début, ce n'est pas quelque chose de sportif. Et donc, à partir de là, tout changement physiologique va altérer la psychologie, qui va altérer la performance. Je donne toujours un exemple très, 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 peut-être trop simpliste. Si je suis malade, j'ai un rhume, ma physiologie, elle change. Ça change ma psychologie et ça change mon comportement. C'est pour ça que quand je n'ai plus mes symptômes et que je suis moins malade, ma physiologie, elle a changé, ma psychologie aussi, et je refais des choses que je ne faisais plus avant. C'est quelque chose qui paraît peut-être évident pour tout le monde, et je pense très évident quand on n'est pas dans vraiment, qu'on n'est pas dans le laboratoire, là. Mais sauf que malheureusement, la nature de notre métier fait souvent, on a tendance à s'isoler dans notre bulle et pas considérer les autres disciplines. Et c'est pour ça que je trouve que ces approches multidisciplinaires, non pas parce que c'est celle qu'on utilise au labo, mais parce que je suis convaincu que c'est la meilleure façon pour intervenir sur le terrain, en fait, c'est de considérer l'individu dans son ensemble et pas uniquement de manière isolée. Bien évidemment, ça dépend de la recherche qu'on fait. Nous, on s'intéresse au comportement, c'est pour ça qu'il y a un intérêt et pas que au mécanisme. Où là, bien sûr, on serait plus sur des recherches fondamentales. Donc, comment réduire l'effort et sa perception? Je pense que vous allez bien vous en douter, j'ai un biais aussi. En fait, la priorité pour moi, c'est d'être actif. Soit de rester actif si on est déjà actif, de devenir actif ou de redevenir actif. Actif, ça ne veut pas dire faire du sport. Actif, ça veut dire être actif dans sa vie de tous les jours. Interagir avec les gens. Être capable d'aller chez ses amis, par exemple, faire un bridge, ça veut dire que je me suis déplacé, j'ai marché ou j'ai pris le bus, je suis arrivé, j'ai eu une tâche cognitive où j'ai travaillé la cognition, puis je suis revenu, je me suis redéplacé. Puis en plus de ça, j'ai eu du fun parce que j'ai échangé avec mes amis, par exemple. Donc, être actif, c'est pas être actif cognitivement, c'est pas être actif physiquement, c'est les deux. C'est être actif dans sa vie de tous les jours, redevenir actif. Et chacun a son rythme. On ne peut pas, si on est inactif, devenir complètement hyperactif, entre guillemets, vous voyez l'image, du jour au lendemain.
C'est un processus régulier et c'est là où, en fait, tout le continuum de soins et les gens qui travaillent dans la santé peuvent aider. Et aussi, c'est évident, les bonnes habitudes de vie, le sommeil, la nutrition, etc. Donc ça, c'est pour la chose très classique. Ensuite, en fait, c'est utiliser cette approche psychophysiologique et j'allais donner justement la méditation comme exemple notamment. Et je vais ouvrir sur d'autres exemples pendant 2 minutes parce que j'ai pris 10 minutes de plus que prévu, je m'en excuse. L'approche psychophysiologique, elle est indispensable. Si je fais une intervention qui va altérer ma physiologie, par exemple, je m'entraîne physiquement, je deviens plus fort musculairement parlant, je vais trouver l'exercice comme étant plus facile et donc je vais changer mon comportement. Mais du coup, je vais être plus actif. Mais comme je suis plus actif, je vais avoir plus de stress dans le bon sens du terme physiologique. Et donc, c'est un cercle vertueux dans ce cas-là. Si j'interviens sur la psychologie, par exemple, je fais de la méditation, comme ça a été suggéré, c'était l'exemple que j'allais donner. Si je fais de la méditation, il y a des études qui commencent à prouver que l'effort diminue dans une tâche subséquente. Donc, je vais changer mon comportement. Par contre, là, bien sûr, il y a des raisons physiologiques derrière la méditation où on sait que ça marche au niveau du cerveau, mais à l'heure actuelle, ça reste, on va catégoriser ça comme psychologique parce que c'est vraiment l'intervention principale. Si je fais de la méditation, ça va avoir des effets positifs sur mon comportement et indirectement, ça va changer la physiologie et vice-versa. Puis plus j'arrive à faire les choses positivement, plus ça va améliorer ma psychologie et aussi les aspects psychologiques. L'hypnose. Pierre Rainville au CRIAM travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'hypnose. L'hypnose est reconnue pour diminuer la douleur. C'est reconnu. Donc, si je diminue ma douleur, ça va me coûter moins d'efforts. Donc, l'hypnose est quelque chose d'intéressant. D'autres perspectives qui s'ouvrent, où là, c'est des choses qui se développent, la stimulation du cerveau de différentes façons pour pouvoir jouer sur des processus facilitateurs au niveau de notre cerveau. L'entraînement cognitif. Si je fais des entraînements cognitifs, je vais améliorer plein d'aspects décisionnels qui font faire que je vais changer mon comportement et je vais devenir également plus actif et changer ma physiologie. Donc, en fait, c'est une interaction globale entre les 3 niveaux. Donc, je vais pas, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous donner de recette miracle. Mais l'idée est de n'importe quelle intervention qui peut avoir un effet bénéfique sur la manière dont je perçois la difficulté des choses ou diminuer ma fatigue. C'est pour ça qu'on aime bien le café, notamment. C'est un effet qui diminue la perception de l'effort, le café, également. Va avoir un effet positif sur mon comportement et ma vie de tous les jours. Et il y a encore beaucoup à découvrir. Par exemple, dans ce papier, ça met en évidence que la fatigue est un problème majeur chez les aînés et qu'elle est sous-évaluée, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi des études et des théories qui commencent à dire mais la fatigue chronique, elle ne viendrait pas en fait du fait qu'on a tout le temps mal. Et c'est l'exemple avec les lombalgies chroniques où lorsque continuellement j'ai mal au dos, je dois toujours y faire attention, ça me coûte plus d'efforts. Et comme ça me fait plus d'efforts en permanence dans ma vie de tous les jours, je vais avoir plus de douleurs. L'AVC, quelqu'un qui a un accident vasculaire cérébral, ça a été montré qu'il y a une augmentation de la fatigue associée à un effort perçu plus important. Dans le cancer, il se passe exactement la même chose. En fait, c'est l'altération commune à toutes les pathologies qui impactent la vie de tous les jours. Donc, il y a énormément encore à découvrir sur ce domaine-là.